Bonjour. Hello, hello. Bonsoir à tous. Margot. J'ai enlevé mon turban. Je me suis mis un peu de rouge à lèvres. Salut Nico. Ah, c'est bien aussi quand j'ai les bénévoles. Coucou, il y a Mélodie. Je vois tout le monde arriver. On va se laisser quelques petites minutes avant d'accueillir Claire. C'était top cet après-midi avec Jeune et Rose. Coucou Manma. Bonjour. Hello, salut Johanna. Génial. On a Ella aussi. Coco. Top. Alors, voilà, c'est du coup officiellement le 3e live que je lance ce soir avec vous. Et je suis ravie de tous vous retrouver. Coucou Mahamel, coucou Marie-France, coucou, je vois tout le monde arriver. En bombe, j'ai mis un peu de rouge à lèvres, ouais. Parce que là, en fait, vous allez voir mon invité de marque, c'est une vraie bombe atomique. Là, c'est la force féminine à fond ce soir, donc on a tout donné. Claire est au taquet. Et donc voilà, je suis hyper heureuse encore une fois de vous retrouver sur ces sujets de santé. Voilà, c'est vrai que je prends conscience chaque jour ô combien c'est important de continuer notre mobilisation, notre sensibilisation. Cet après-midi, j'ai eu la chance de participer à un groupe de parole avec 9 femmes qui donc par l'intermédiaire de Jeune et Rose qui fait un travail fabuleux. C'est aussi une association donc pour les jeunes femmes atteintes de cancer. Qui parle beaucoup d'autopalpation et qui m'a invité en fait sur ce rassemblement et voilà, j'ai pris conscience aussi qu'avec le Covid en ce moment, qu'avec le confinement, c'était vraiment pas simple d'entrer dans ces phases de traitement, surtout quand on est très jeune, qu'on est d'autant plus isolé. Et je pense qu'en fait ces lives font du bien à tout le monde. Et c'est ça en fait l'essence même de Génétique Cancer, c'est de pouvoir continuer d'échanger ensemble sur les parcours, sur les protocoles, sur la façon dont on peut sereinement appréhender tout ça. C'est vrai que ces histoires de mutations génétiques, maintenant que ça fait un petit moment que vous me suivez, c'est pas rien, c'est pas simple. On se lance pas dans ce test sans qu'il y ait des conséquences importantes, impactantes pour l'ensemble des familles et pour le foyer aussi, donc pour les accompagnants, pour les enfants. Et je pense que ça, c'est vraiment le moteur. En tout cas, c'est ce qui anime cette envie d'aller plus loin, de faire avancer les choses, de trouver des solutions. Et donc voilà, ces lives en sont une. Et je suis contente vraiment de vos nombreux retours, de toutes les questions qu'on a reçues aussi quant à ce sujet sur le suivi gynécologique, parce qu'au cours de mon parcours de présidente, mais aussi de mon parcours de patiente, j'ai pu rencontrer des femmes qui ont su très tôt, comme moi, qu'elles étaient porteuses de cette anomalie génétique. Très tôt, moi, j'ai entendu que les femmes de ma famille étaient aussi des femmes à risque. Je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire et c'est vrai que pour moi, la surveillance s'est mise en place d'une façon assez presque automatique et naturelle. Et je sais que pour bon nombre d'entre vous, en fait, ce n'est pas toujours le cas. Donc, j'avais vraiment envie d'accueillir cette thématique au sein de nos lives pour que vous puissiez je dirais un peu vous imprégner finalement de ces conseils que Claire va nous donner ce soir et puis que vous puissiez aussi commencer à réfléchir à la façon dont vous allez mettre en place finalement ces étapes
et ce parcours pour que vous soyez le plus sereine possible au cours de votre suivi de femme. Voilà. Et comment est-ce qu'on en parle à nos enfants qui petits deviennent de grands enfants et qui après ont aussi besoin d'être surveillés, d'être accompagnés. Et il y a beaucoup de mamans qui m'ont posé aussi des questions pour leurs filles. Alors voilà, ça m'a beaucoup touchée parce que je m'en pose aussi évidemment pour mon ado, pour Malana, et puis je viendrai à m'en poser évidemment indéniablement pour Malova aussi. Donc voilà, je pense qu'ensemble en tout cas c'est comme ça qu'on a des réponses. Et j'espère qu'en tout cas, voilà, ce live sera un support de plus à tout ce qu'on vous a déjà peut-être dit, mais peut-être qui viendra aussi en complément. Et c'est ça la richesse et c'est ça la fortune de cette association de Génétique Cancer, parce qu'on a vraiment des membres du comité hors pair. Et donc sans plus tarder, puisque je sais qu'elle est avec nous et qu'elle m'écoute, je voulais la remercier. Voilà, moi en fait, pour la présenter, il faut savoir que Claire Sénéchal, donc le docteur Claire Sénéchal, a dit oui tout de suite, il y a 5 ans, quand j'ai décidé de fonder cette association. Elle ne savait pas du tout quelle forme ça allait prendre, puisque voilà, on en avait discuté, mais de façon très bref, parce que même moi je ne savais pas comment est-ce que tout ça allait pouvoir se construire. J'étais au début et c'est la première à avoir accepté de faire partie non seulement de ce comité, mais d'en assumer la responsabilité en tant que présidente. Elle est au quotidien de précieux conseils, mais surtout une femme d'une bienveillance à l'écoute pour moi en permanence. Et là, dans mon parcours à moi de soins aussi, elle a été d'une grande aide, d'une grande solidarité, et elle a pris soin et pris de mes nouvelles à chaque fois, et voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est pour moi le plus important. C'est fondamental dans cette relation que l'on construit de femmes non seulement, mais aussi évidemment quand on rentre en consultation de patient à médecin. Donc je voulais la remercier du fond du cœur et lui dire que j'avais scrupuleusement suivi à la lettre tous les conseils qu'elle m'avait donnés, et pour la faire rire, je voulais lui montrer que j'avais bien acheté l'huile d'onagre, voilà, les compléments de vitamines, le RJ Mag, et puis plein d'autres choses très sympas, et donc lui faire voilà, un énorme bisou avant qu'elle arrive, pour la remercier d'un point de vue aussi personnel pour tout ce qu'elle m'a donné pour que je récupère mon énergie et toutes mes forces. Claire, je vais te demander, mais tu as peut-être déjà fait la demande. Voilà, t'es fort. Et normalement, tu vas pouvoir nous rejoindre en doublon. Elle est là. Bah écoute, ça va super bien. T'as vu mon entrée en matière? Ah bah maintenant que t'es dopée, c'est bon quoi. Bah je suis super dopée. Super. Est-ce que tu m'entends bien? Moi, je t'entends pas trop mal. Tu m'entends, moi? Moi, je t'entends super bien. Bon, super. C'est tout parfait. Bon, génial. Alors voilà, on a eu plein de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de tout boucler en 1 heure de temps, mais sans plus tarder, en fait, ma toute première question, c'est celle que je t'ai adressée. C'est moi, j'ai toujours entendu parler autour de moi de femmes à risque, à haut risque. Avant de savoir que finalement les femmes de ma famille étaient des femmes mutées, et avant que je sache que moi-même j'étais une femme mutée, quelle est la différence en fait? Qu'est-ce que ça veut dire une femme à haut risque? Alors, avant de commencer, ce que je veux dire, c'est que moi, je vais essayer de coller aux recommandations. C'est-à-dire que je vais essayer d'être le plus officiel possible. C'est-à-dire essayer de redire des recommandations qui sont faites par l'INCa, qui sont faites par la Haute Autorité de Santé. Donc, en gros, je vais essayer de dire en gros les lignes, ce que nous, on appelle les guidelines. Et après, il y a des cas par cas et des situations qui changent. Donc, chacune ne se retrouvera pas forcément dans ce que je vais dire, parce que c'est important de dire, voilà, en médecine, là, en ce moment, on se rend compte que la médecine, c'est pas forcément une science exacte, et que du coup, il y a des recommandations officielles, et après, il y a les déviations aux recommandations en fonction du cas par cas, quoi. Bien sûr.
Et du coup, sur les femmes à risque, si on joue sur les mots, nous on dit les femmes à très haut risque. C'est comme ça qu'on appelle les mutées. Dans les dernières recommandations de l'HAS, donc c'est la Haute Autorité de Santé, qui explique comment il faut qu'on dépiste les femmes. Et donc, il classe les risques en très élevés, donc les femmes à très haut risque. Et donc là, c'est les femmes mutées, les femmes qui ont eu une irradiation mammaire dans le cadre de maladies de Hodgkin notamment. Donc, c'est des cancers, des ions, et donc on irradie avec, pour soigner le cancer à sein. Donc, c'est des femmes qui sont à très haut risque. Et après, il y a également les femmes qui ont une histoire familiale très évocatrice, c'est-à-dire il y a plein de cancers du sein ou plein de cancers des ovaires. Ça ressemble beaucoup à du BRCA, mais on ne trouve pas de mutation, soit parce qu'il n'y a pas de personne qu'on peut expliquer, ou parce qu'on n'a pas encore découvert le gène. Nous, à Bordeaux, on les appelle ASIF, et ça veut bien dire ce que c'est on fait comme s'il y avait une mutation, mais il n'y a pas de mutation mise en évidence dans la famille. Donc ça, c'est les très hauts risques. Et après, il y a les hauts risques. Et dans les hauts risques, un peu tout le reste, c'est-à-dire toutes les histoires familiales qui sont parfois avec pas mal de cancers du sein, mais qu'on considère soit assez sévères pour être considérés comme asifs. Et à ce moment-là, c'est un peu, chacun fait un peu sa cuisine. On a des modèles de calcul de risque pour essayer de déterminer le dépistage. Personne n'est totalement d'accord, même en France, sur comment on suit, et ça dépend des âges de survenue, si cancer de l'ovaire, pas de cancer de l'ovaire, et c'est un peu différent pour chacun. D'accord, ok, bah, c'est très clair, je te remercie. Enfin, Du coup, concrètement, alors ça doit peut-être varier d'une catégorie à l'autre, j'imagine. Comment est-ce qu'on met en place en fait cette surveillance et concrètement comment est-ce qu'elle se représente en fait pour chacune des catégories peut-être? Est-ce qu'on a un âge pour une première consultation pour les jeunes filles qui nous écoutent pour aller chez le gynécologue? Est-ce qu'on fait des échographies des seins et des ovaires par rapport à justement des tableaux un peu évocateurs comme ceux que tu viens d'énoncer? Est-ce qu'on met tout dans le même sac? Est-ce qu'on doit aussi s'autopalper et à partir de quel âge on doit former nos filles à faire ces gestes-là de façon presque naturelle et spontanée? Est-ce qu'on doit réaliser le frottis moi, j'ai entendu que c'était une consultation une fois par an. Alors, voilà. Est-ce que tu peux nous éclairer concrètement sur alors, moi, je peux vous donner les recommandations déjà pour les femmes mutées, parce que là, on est cancer, et en plus, je ne parle que pour les BRCA, BRCA2 et pas le B2. Je ne parle pas, On est d'accord. parce que voilà. Et dans les recommandations, c'est palpation mammaire annuelle à partir de l'âge de 20 ans pour les jeunes filles. D'accord. Donc, ça laisse un peu le temps pour les jeunes filles. Pour les échographies, échographie des ovaires, il n'y a pas de recommandation particulière avant 30 ans. Et on ne fait pas d'échographie des ovaires en dépistage en France, ni de dosage des marqueurs en dépistage, parce qu'on sait que ça ne marche pas. En gros, le but de dépistage, c'est de trouver un petit cancer. Et le cancer de l'ovaire, on n'arrive pas à trouver un petit cancer soigné. Alors, si, parfois, on fait l'échographie au bon moment et voilà, mais Et sinon, on tombe dessus. voilà. Mais c'est jouer sur la chance et on ne peut pas se permettre de jouer sur la chance quand il y a des risques élevés. Donc, du coup, à ce moment-là, on préconise la chirurgie, mais ça, on en parlera après, mais on préconise la chirurgie. Mais on ne fait pas d'échographie en dépistage. Ensuite, pour le frottis, c'est une autre histoire. C'est indépendamment de BRCA, de quoi que ce soit. C'est toutes les jeunes filles doivent avoir un frottis à partir de l'âge de 20 ans. Et ensuite, on en fait un deuxième à 10 ans. Et c'est surtout, il faut se faire vacciner. Enfin, moi, mon message, c'est le vaccin. Et ça, c'est indépendamment qu'on soit porteuse du gène ou pas. Et le vaccin, c'est une fois qu'on peut éviter un cancer, il faut le faire. D'accord. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une grosse campagne qui est faite par l'association Imagine, qui est hyper importante là en ce moment. Et je pense du coup à ces représentantes qui m'ont sensibilisée aussi là-dessus. C'est vrai que c'est hyper important parce que finalement, il y a encore vraiment, alors les chiffres exacts, je ne les connais pas, mais il y a quand même encore beaucoup de décès des suites voilà, de ces cancers. Et pour les éviter,
cette possibilité de vaccination, c'est quand même quelque chose dont il faut voilà, s'occuper. On me disait que le son sautait un petit peu. Je ne sais pas si c'est mon son à moi ou si c'est celui de Claire. Est-ce que Ouais. Alex... Oui, pour la dame, j'imagine que c'est moi la dame, sympa. La dame, ah d'accord, ok. On va voir si ça saute encore. Vous nous faites un petit pouce en l'air. La dame Claire nous fera signe aussi pour essayer d'ajuster le son. Ah oui, pas moi, ça saute pas moi. Mais c'est peut-être ta connexion parfois, non? Ouais, je sais pas. Alors après, je suis en 4G, je suis normalement. C'est au max. Bon, écoute, c'est Instagram. Moi, je trouve que 20 ans, ça fait tard, Claire. Est-ce que c'est parce que par exemple, on a nos filles qui peuvent demander une contraception avant ça. Moi, typiquement, j'ai eu ma première contraception à 16 ans. Du coup, je suis allée chez la gynéco avant. Et c'est vrai qu'on avait déjà entre 16 et 20 ans, elle avait déjà commencé à toucher et à palper mes seins et elle m'avait dit, oh là là, vous avez quand même les seins très denses, très mastésiques. Tu vois, elle avait eu des termes un peu comme ça. Du coup, ça m'avait un peu affolée. Et donc, j'y allais quand même entre mes 16 et mes 20 ans. J'y suis quand même allée une fois par an pour pouvoir contrôler ça. Est-ce que pour quelqu'un qui serait soucieux, parce que moi je l'étais très clairement avec l'histoire familiale, arrière-grand-mère, grand-mère, maman, euh, est-ce que si ça peut rassurer les jeunes filles, en fait, en gros, on peut aussi se dire qu'elles peuvent, dès Ah 16 non, mais et 18 ans, on voit les jeunes filles à partir de dès qu'elles commencent en général leur vie sexuelle et qu'elles commencent à prendre la pilule, et parfois elles prennent la pilule pour l'acné, même plus tôt, avant d'avoir débuté leur vie amoureuse. Et là, il n'y a aucun problème. Moi, je palpe les seins, même à mes jeunes filles de 17 ans, pour la pilule, alors que même quand elles sont vierges, je leur palpe les seins. d'accord, Mais c'est pas dans les recommandations pour les femmes mutées. d'accord. Un Ok. peu, voilà, s'il y a le cas par cas, c'est toujours la même chose. C'est oui, je prends la pilule et je fais une histoire familiale. Oui, je me fais examiner les seins. D'accord, ok. C'est Et un donc, peu. ouais, tu as raison. Et du coup, VS justement pour les femmes, toi tu me parlais là des femmes mutées, c'est vraiment du cas par cas en fait pour les non mutées et même pour les femmes à haut risque en fait, ça va s'adapter en fonction des familles. Il ne faut pas Ouais, hésiter finalement à aller prendre une consultation et à rencontrer son gynécologue, à raconter son histoire et évidemment ses antécédents. Et là, du coup, on s'ajustera et en fonction des familles, il y exactement. aura des recommandations au cas par cas. Moi, les plus jeunes cancers du sein que j'ai vus, mais c'était des mutés, hein, c'est en 20-21 ans, donc c'est très jeune. Ouais. Mais 20-21 ans, j'imagine que sa sœur de 16 ans, elle se fait surveiller, ouais. D'accord. Vous voyez ce Ok, que je veux dire? C'est bien. normal que qu'on anticipe. Moi, j'avais justement, parce que cette semaine, et on en a parlé un petit peu toutes les deux, j'ai eu une jeune femme qui a appris qu'elle était porteuse de sa mutation génétique à 18 ans. Et en gros, elle me disait qu'entre ses 18 et ses 35 ans, au moment où finalement elle a commencé à réfléchir et à évoquer l'histoire d'une chirurgie, bon, elle avait fait sa surveillance, mais en fait, en gros, elle s'étonnait de ne jamais avoir été convoquée, en fait. Et donc, c'est vrai que parfois, on a un peu ce réflexe de penser que parce qu'on rentre et parce qu'on vient de nous annoncer qu'on est porteuse de cette anomalie génétique, les choses vont s'enclencher. C'est vrai, ça a été vrai pour moi, par exemple. Mais aujourd'hui, en France, ces consultations-là et même les résultats d'oncogénétique, c'est de façon assez éparse et assez inégale. Et il y a des familles qui ne reçoivent jamais de convocation et qui peuvent rester parfois sans avoir fait de surveillance, pensant qu'elle ne devait pas le faire avant un certain âge, quoi. Mm. Normalement, le réseau oncogénétique en France est hyper bien organisé, tout le monde se connaît, mais on est très peu nombreux. Les indications sont énormes et il y a peu de gynécologues qui en font finalement, donc il y a un vrai problème de moyens. Et c'est pour ça qu'il y a 1 an de délai pour avoir une première consultation en oncogénétique, 1 an de délai pour avoir des résultats. Et après, effectivement, on a du mal à être, à prendre en charge les patients comme il faut. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, chaque femme, chaque famille est aussi un peu responsable de ça et qu'à un moment donné, il y a aussi des choses et des démarches à effectuer
même si c'est limite trop au départ pour être rassuré et du coup reprendre le parcours en fait conventionnel, mais se mobiliser et finalement prendre aussi ses rendez-vous en amont pour éviter d'arriver dans des situations un peu catastrophiques. Indispensable. De toute façon, il faut être moteur. Parce que même, et toi tu le sais pour ta chirurgie préventive, personne ne prend le rendez-vous à ta place. C'est clair. Et tant mieux d'ailleurs. Bien sûr, parce Et que il faut être moteur dans le. Parce qu'il y a des gens qui ne l'acceptent pas. Comme je te disais l'autre jour, dans les familles, il y a quand même la moitié des gens qui ne font pas les tests. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a une mutation dans la famille et qui ne le font pas. Donc il y a des gens qui n'ont pas envie de savoir. Et il y a des gens qui savent et qui n'ont pas envie de faire les examens. Donc on ne peut pas convoquer et forcer les gens à faire une surveillance. tout à fait, tout à fait. C'est Alors, hyper effectivement, la liberté aux gens quand même. oui, oui, bien sûr. Et je trouve que en plus, quelque part, ça responsabilise aussi l'acte. Et effectivement, ça prouve que c'est aussi à l'initiative de chaque patiente d'engager finalement le parcours qui lui convient aussi le mieux et qui lui semble le plus approprié, en fait. En dehors, effectivement, des examens un petit peu obligatoires de contrôle, c'est vrai qu'on appréhende ces choses-là d'une femme à l'autre en fonction de l'histoire et en fonction d'un certain nombre de facteurs aussi. On avance pas tout au même rythme. En fait, il faut aussi respecter ça. Je ne sais pas si on t'entend parce que j'ai lu sur tes lignes, sur tes lèvres, pardon, mais je ne sais pas si le son est coupé. Non, c'est bon, Ah, tu m'entends? c'est bon. Ah, génial, super. Justement, par rapport à tout ce qui est véritable autopalpation, c'est difficile de savoir si on fait bien le geste, si justement on arrive à... Est-ce que déjà on peut palper tous les cancers? Pas forcément, hein. Il y a des cancers qu'on ne palpe pas ou en tout cas on ne va pas forcément se rendre compte tout de suite qu'il y a une petite boule. On cherche quoi? Est-ce qu'en quelques mots, tu peux peut-être nous donner les quelques conseils et peut-être un site que tu trouves toi bien fait bon, à défaut des filles de Jeanne et Rose qui font un boulot aussi considérable et qui sont vraiment calées sur ce sujet-là, est-ce que toi, tu as des conseils? Eh ben, l'autopalpation, déjà, ça n'est dans aucune recommandation. Ils les avaient mis aux États-Unis, ils les ont retirés. Donc voilà, nous, on en parle aux patientes éventuellement en colloque singulier, mais c'est pas écrit. Il n'y a pas de recommandation de faire de l'autopalpation. D'accord. Chacune ait une vigilance, c'est important. Voilà. Donc après, normalement, il y a l'application qui s'appelle Keep a Breast. Alors c'est une application qu'on peut télécharger. Et alors eux, ils disent, il faut faire avec 3 doigts. Commencer par l'extérieur de la glande et faire ça une fois par mois en général. Et eux, ils font des rappels, ils expliquent, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'écoulement, il faut regarder dans la glace l'aspect du sein. Après, moi, je trouve que c'est important d'en parler avec sa gynécologue parce qu'il y a des seins qui sont hyper faciles à Ah, surveiller. d'accord. Et puis, il y a des seins qui sont difficiles à surveiller. Et il y a des seins, palpation pour la patiente, c'est un enfer. Et ça peut plus la rendre anxieuse qu'autre chose parce qu'elle a des adénofibromes, parce qu'elle a de la mastose, parce que... Et donc, il faut en discuter aussi au cas par cas. Mais effectivement, il faut une vigilance. Et voilà, il y a l'application Keep a Breast. Ok, on la renseignera, je la remettrai de toute façon en dessous dans les commentaires pour que tout le monde puisse la retrouver. Et justement, en fait, quand on a le moindre doute, de toute façon, on encourage à consulter parce que on entend aussi tout et son contraire sur ça. Un coup, ça fait mal, un coup, ça fait pas mal, un coup, la boule tourne, un coup, la boule ne tourne pas. Enfin, moi, c'est des choses que j'ai entendues. On m'appelle parfois en SOS, mais est-ce que tu crois que... Et en fait, on n'est pas devin. C'est vrai que il faut forcément, une fois qu'on a ressenti en tout cas quelque chose, même une gêne, même parfois une douleur, les filles de cet après-midi me disaient c'était justement une femme qui portait un uniforme en fait qui ressentait la douleur en fait au niveau de son sein, donc c'est des choses qui peuvent quand même faire penser qu'il y a voilà en tout cas que ça mérite une exploration. Et donc du coup on fait ça avec une imagerie médicale aujourd'hui qui est quand même une imagerie de pointe par rapport à il y a quelques années. Et donc souvent on préconise l'écho, la mammo et puis parfois l'IRM. Voilà, comment est-ce qu'on, enfin, qu'est-ce qu'on doit demander en fait, qu'est-ce qu'on nous prescrit? Est-ce que y a pareil, est-ce qu'il y a plus de possibilités de voir
plus tôt, précocement avec l'IRM. Quelle est la différence aussi peut-être entre ces trois supports? Alors, pour les femmes à risque très élevé, donc les mutées et les autres, là, celles les ASIF, la surveillance, elle est plus forte, elle se fait par IRM, mammographie et échographie mammaire, dans cet ordre-là, en plus. L'IRM en premier, la mammographie après et l'échographie mammaire en dernier, à partir de 30 ans. D'accord, Ça, c'est les recos. Après, d'accord, si c'est plutôt dans la famille, on commence plus tôt. En général, il faut retenir en dépistage jamais de mammographie avant 30 ans. d'accord, Voilà, parce que ça irradie la glande mammaire. Irradier des glandes mammaires jeunes, c'est mauvais, ça augmente les risques de cancer du sein. Donc, d'accord. les jeunes femmes, on fait des IRM écho quand il y a des indications d'une surveillance rapprochée. C'est vrai que c'est important à retenir. Après, euh, on essaie, les recommandations, c'est IRM mammo-écho une fois par an et dans l'intervalle, on va faire une palpation mammaire chez son gynécologue. En gros, c'est que tous les 6 mois, il y a un examen clinique. D'accord. Quand on a, moi je dis à mes patientes, en gros, vous êtes VIP entre guillemets, c'est vous ressentez quelque chose, vous avez un doute, quoi que ce soit, vous venez voir votre gynéco, vous allez voir votre radiologue. Moi, pareil, comme je dis à mes patientes, vous sentez un truc, moi je sens, mais j'en sais rien. Moi, je j'ai Bien pas de doigt, sûr, ils sentent millimètres, donc moi, mieux vaut en faire trop que pas assez quand on est considéré à très haut risque. bien sûr. Donc, vaut mieux se faire confiance et croire en son sixième sens. Alors après, il faut pas flipper tout le monde, mais Oui, c'est ça. il faut se faire confiance aussi. Si on a un souci, bah tant pis, on fait pas de trop et c'est pas grave, quoi. Et parfois aussi dans les parcours, j'ai vu ça, des femmes un peu, on leur disait mais arrêtez de vous acharner comme ça parce que bah voilà, il y avait vraiment un doute et il y avait quelque chose qui les chiffonnait et donc parfois une image ne suffit pas en fait et l'évolution en fait dans le temps va permettre après la biopsie et d'autres choses qui vont voilà avérer ou non un cancer par rapport à tout ça. Donc c'est vrai que enfin voilà, moi je le dis très souvent de pas lâcher l'affaire quand il y a quelque chose qui nous dérange, qu'en plus c'est associé à des perturbations, c'est hyper fort de sens d'imaginer quand même que on puisse aller au bout de cette démarche parce qu'elle elle a du sens tant qu'on ne se sent pas rassuré. Ouais, Et, ouais. et par rapport à ça, alors on a entendu des choses et c'est vrai qu'on a parfois même remercié certaines patientes en leur disant vous n'êtes pas au milieu de votre huitième et 14e jour du cycle. Mythe ou réalité, pareil, est-ce que vraiment il y a si on demande et qu'on accorde une importance à tout ça, pourquoi et est-ce qu'il faut vraiment s'y soumettre? Et autre chose, ça fait très peur. Je pense que l'examen, la surveillance en tant que telle représente déjà un stress. Mais quand en plus on a entendu et qu'on s'apprête à faire sa première mammo, et là pendant Octobre Rose, il y a eu aussi beaucoup de retours là-dessus, c'est de se dire que quand on a des petits seins, ça compresse, ça fait mal, c'est douloureux, enfin voilà, c'est pas un mauvais moment à passer. Comment est-ce qu'on peut rassurer finalement les femmes qui s'apprêtent peut-être et qui nous écoutent à faire ces examens le plus sereinement du monde? Alors pour l'IRM, on injecte un produit de contraste qui s'appelle le gadolinium et en fonction du moment du cycle, il va rentrer dans la glande mammaire. Le radiologue, quand il l'analyse, si la glande mammaire est jeune et fixe dans tous les sens parce qu'elle est à un mauvais moment du cycle, il va râler en disant ah bah là vous êtes au mauvais moment du cycle. Le problème c'est que souvent c'est fixé un an Ben, après c'est ça. la convocation pour l'IRM, en tout cas dans la plupart de Tout à fait. lutte contre le cancer, c'est fixé un an avant, donc on peut pas un an avant savoir qu'on sera entre le huitième et le 14e cycle. Et ça dépend aussi des c'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont avoir des seins hyper faciles à lire en IRM. Moi, c'est ce que je dis à mes patients. C'est un peu une question de photogénie. Il y a des gens à l'IRM, ça passe nickel. Et il y a 50% de patientes pour qui la première IRM, il va y avoir un contrôle à 3 mois ou parce que ça, on ne sait pas pourquoi ça fixe et peut-être qu'en fait leur sein est fixé comme ça. D'accord. Fixe et le produit de contraste se met dans le sein et on n'arrive pas à savoir À lire. Ouais. à lire exactement. Et ces difficultés à lire, c'est pas pour autant un risque. D'accord. Mais effectivement, ça rajoute du souci aux patientes. C'est sûr. Et tant qu'on n'a pas fait une IRM mammaire, on ne peut pas le savoir. D'accord. Ok.
Voilà. Oui, c'est vrai que le son saute là maintenant, je l'entends un petit peu de temps en temps, mais je sais pas trop pourquoi. Ouais. Bon, ok. Et donc du coup, est-ce que ça fait mal, docteur? Bah, Est-ce ouais. que les mammos, ça fait mal? Bah oui, parce qu'une bonne mammo, ils sont censés tirer au maximum la glande pour voir derrière la glande. Et du coup, ici, là, il prend et du coup, il y a le muscle pectoral et tout ça, donc ça fait mal. Bon, c'est sûr que c'est pas une partie de plaisir. Et alors moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça et peut-être que ça va en intéresser certaines d'entre vous. Je voyais Yvette poser la question pour les femmes qui sont justement opérées préventivement. Donc il y a des contrôles aussi puisqu'il y a forcément un risque de reliquat de glande mammaire qui est toujours présent. Non? Ah, dis-moi, Ah, les recommandations derrière, c'est pas de contrôle. c'est pas de C'est contrôle. pas de ma mère, annuel. Bon, en tout cas, voilà, moi je fais quand même des contrôles. Et donc, du coup, il se trouve que suite à une image, puisque j'ai eu cette fameuse montée de lait, on va finir par le savoir. Du coup, on a quand même été vérifié après l'écho et on m'a fait une mammo avec les prothèses et je ne savais pas que c'était possible en fait de le faire. Moi, j'ai commencé à flipper parce que je me suis dit, ils vont m'écraser le bordel à tous les coups, ça va se rompre. Mais pas du tout, en fait, c'est aussi possible. Et donc, du coup, si on a un doute sur une écho par rapport à une image 3D qui est beaucoup plus parlante et notamment pour savoir si effectivement c'était bien du lait ou autre chose. On m'a fait donc cette mammo et on a pu me faire ça du coup sur la prothèse. Donc voilà, c'est juste de dire que c'est pas mission impossible. Donc si on y arrive avec le muscle, la prothèse, je me dis que voilà, c'est possible et que du coup, ça peut peut-être rassurer certaines. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez fou d'imaginer ça parce que je sais que les chirurgiens font quand même une prescription pour qu'il y ait quand même des images qui soient faites, ne serait-ce que pour vérifier aussi l'état de la prothèse. Alors bon, est-ce que toi, c'est quelque chose que ça t'arrive quand même d'indiquer ce genre de choses si on a un doute ou si on a fait un mauvais mouvement en surf, par exemple? Euh, tu dis ça à cause du sud-ouest Je, je dis ça parce qu'on aime le surf et les euh, surfeurs et les surfeuses. pour non, donc la surveillance des prothèses, c'est une vraie question, mais là, c'est Benjamin Serfati qu'il faut faire revenir parce que Il en a parlé, il en a ouais, parlé. c'est ça. Parce qu'on est très gêné maintenant à cause des lymphomes anaplasiques sur les prothèses et qu'on ne sait pas trop comment les surveiller. Alors moi, j'avais été le voir à un congrès où il avait dit qu'il faut faire des IRM à tout le monde. Le problème, c'est que quand on a fait la mastectomie bilatérale prophylactique pour plus avoir d'IRM, si on commence à dire qu'il faut faire des IRM tous les ans, c'est rajouter, enfin, c'est Bah, remettre. c'est vrai que c'est lourd aussi pour nous, alors qu'on a fait ça pour se débarrasser quelque part du poids des examens. C'est vrai que quand tout va bien, on n'a vraiment pas forcément envie de s'y coller. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Normalement, c'est pas de surveillance. Mais quand on avait fait les recommandations, on n'était pas d'accord. On voulait des échographies des aires mammaires et des aires axillaires, et notamment chez les femmes qui ont un antécédent de cancer du sein. D'accord. Ok. Je Pareil, vois, je t'interromps juste 30 secondes parce que je vois beaucoup de questions passer en fait sur l'âge des tests, sur les tests, comment bénéficier de ces tests. Et vraiment, on a bien répondu sur le live avec Antoine d'une façon assez générale. Après, s'il y a du cas par cas, comme j'ai reçu aussi beaucoup de questions sur le live de ce soir, où c'est vraiment des questions très spécifiques à des types de familles, on peut répondre après. Allez voir aussi le replay du live parce que ça pourra peut-être vous donner des éléments de réponse qu'on ne pourra pas aborder évidemment dans ce live avec Claire. C'est pas qu'on veut pas répondre, c'est juste que voilà, on a un intervenant par thématique et donc du coup ça nous permet de centraliser aussi les demandes. Mais vraiment ces replays, même avec Benjamin Sarfati sur toutes les chirurgies, ont été plein de questions ont été abordées, donc je pense que vous pourrez trouver réponse. Et si toutefois il y a encore des zones d'ombre, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions en MP. Je t'ai coupé, tu n'avais peut-être pas fini par non, non, rapport.
C'est tout bon pour toi. Moi, je te parlais des seins mastéosiques justement, et je me demande si certaines femmes peuvent se poser la question de se dire, est-ce qu'il y a des poitrines, est-ce que quand on a une poitrine plus forte ou est-ce qu'on quand on a une poitrine plus petite, en tout cas, c'est une question qui a été abordée, on doit plus ou moins s'inquiéter. Est-ce qu'il y a des types de poitrines en fait qui ont tendance, sans par exemple expliquer le fait qu'il y ait une histoire familiale derrière, qui ont plutôt tendance en fait à être davantage surveillées parce qu'il se pourrait qu'elles fassent effectivement des tumeurs plutôt malignes. Parce qu'il y a aussi des tumeurs bénignes. Ouais, il y a aussi des tumeurs bénignes. Non, alors les seins mastosiques, on disait, c'est des seins qui sont effectivement plus denses, plus fermes et qui ont souvent des phénomènes inflammatoires avant les règles. Donc, c'est des femmes qui vont se plaindre d'avoir très mal au sein avant les règles. Tout à fait. Et c'est des seins qui, effectivement, aux mammographies, en général, sont tout blancs, D'accord. très denses et qui sont très difficiles à lire en mammographie. Donc, ils ne sont pas forcément plus à risque, même si la densité mammaire est peut-être un léger sur-risque de cancer du sein, mais ça gêne le dépistage. On est moins bon. D'accord. Un peu comme les petits seins et les gros seins. Il n'y a pas de le taille de bonnet, ça n'est pas le risque. Mais effectivement, ça va être plus difficile de surveiller des poitrines volumineuses que de surveiller des plus petits seins qui vont être plus faciles à palper. On va sentir des choses. Donc en fait, c'est plus une difficulté. C'est comme tu disais, les tumeurs bénignes. Une femme qui a plein de syndromes, pour les radiologues, c'est l'enfer. Pour le clinicien qui palpe le sein, s'il y a plein de boules dedans, c'est l'enfer. Il faut tout noter. Voilà, c'est plus une gêne au dépistage de la qualité qu'un sur-risque. D'accord. Après, Et c'est pas facile. ouais, ouais, je comprends bien. En tout cas, ça ne s'associe absolument pas à d'autres phénomènes. Et c'est pas parce qu'on a les seins mastodiques qu'on aura forcément des tumeurs malignes, tout comme éventuellement de la microcalcification ou d'autres manifestations comme ça qui pourraient laisser penser que les choses vont dégénérer. On est d'accord? Donc les microcalcifications, là, c'était une des questions. Oui. Le radiologue, il va décrire ce qu'il voit. Et les microcalcifications, c'est des petites calcifications, petites calcifications. Donc c'est des petits points blancs qu'il voit sur sa mammographie. Et en gros, parfois, c'est des signes de cancer in situ du sein. Donc c'est des petits dépôts dans les canaux qui conduisent donc le lait au mamelon. Mais en gros, le radiologue, il va les décrire, mais en soi, c'est normal dans le vieillissement du sein qu'il y ait des petits dépôts calcaires dans les canaux galactophores. Et donc, en fait, ça va attirer son œil en fonction de si elles sont groupées, si elles ont une forme un peu particulière, si elles ont augmenté, si elles ont bougé. Donc, en soi, le mot microcalcification, c'est pas dangereux et c'est pas un risque en lui-même. C'est un indice. C'est une description d'image par le radiologue et c'est un indice. Tu disais que ça pouvait arriver dans le vieillissement du sein, mais si, et c'était mon cas quand on a justement étudié ce qu'on avait prélevé de façon préventive, donc il se trouve qu'à 24-25 ans, en fait, moi, j'en étais déjà vraiment très chargée, ce qui fait d'ailleurs que j'ai un de mes seins qui a moins bien réagi au curage, en fait, finalement, de la glande mammaire et de tout ça. Donc du coup, quand on en a très tôt, quand même, et qu'on s'en aperçoit, c'est quand même vraiment quelque chose qu'il faut vraiment surveiller de près. C'est pas un facteur de risque, mais ça gêne le dépistage aussi. C'est-à-dire que si le radiologue il voit tout le temps des microcalcifications, il va jamais. Enfin, c'est compliqué à surveiller. D'accord. Ok, très bien. On aborde la question des grossesses. C'est le point bonus quand même. C'est la vie qui reprend, c'est ce que je dis toujours, qui reprend ses droits. J'ai le petit coucou. Alors, sommes-nous plus vulnérables en tant que femmes mutées ou à risque pendant et ou après la grossesse et justement, quelle surveillance on doit mettre en place. Moi, c'est vrai que j'ai fait une écho au 6e mois et j'en ai fait une juste après. C'est la seule chose qu'on m'a demandé de faire. Bon, évidemment, comme j'ai tout enlevé, je pense que ça doit être aussi différent en fonction des femmes opérées, des femmes qui ne le sont pas. Mais toi, tu m'avais beaucoup rassurée d'ailleurs là-dessus. On s'était fait un appel et tu m'avais dit, vis ta grossesse peinarde. C'est le seul moment où tu vas être en lévitation absolue et où tu ne dois absolument pas te tracasser de ce qui se passe. C'est quelque chose que tu signes en fait. En tout cas, Euh, tu m'avais rassurée.
pour vivre la grossesse peinarde, alors quand on a fait la mastectomie bilatérale prophylactique, enfin, c'est tout l'intérêt, c'est de pouvoir vivre sa vie et ses événements de vie sans être stressé de ce qui peut arriver. Quand on l'a pas fait, idéalement, on aime bien avoir une IRM mammo-écho juste avant pour être sûr que la grossesse ne fasse pas pousser. Ce qui est important de retenir, c'est que la grossesse en soi, c'est pas un facteur de risque de cancer. C'est plus on fait d'enfants, plus on a d'enfants. Donc en gros, idéalement, il faut les faire jeunes, en avoir 15 et tous les allaiter pendant 6 mois. Pas mal. Donc voilà, si on veut vraiment diminuer ces risques, c'est ça. Ça n'est pas concrètement possible pour la planète non plus, c'est pas bien. Mais en gros, il faut déstresser les patientes. Elles peuvent faire des enfants, ça augmente pas les risques. En revanche, si on a déjà un petit cancer débutant et qu'on se prend une grossesse là-dessus, c'est pas top. Donc nous, on conseille effectivement d'avoir une IRM écho juste avant de débuter une grossesse, en tout cas de moins de 6 mois. Ce qui n'est pas forcément facile quand on galère pour faire un bébé. C'est ça. Voilà, les Pile délais, poil dedans. quand est-ce qu'on conçoit le bébé. Ensuite, pendant la grossesse, normalement, il y a un rendez-vous tous les mois avec l'obstétricien ou le gynécologue. Donc là, à ce rendez-vous-là, quand on est porteur de lactation, c'est tous les mois, on a une palpation des seins. Ensuite, à la date anniversaire du bilan prévu, c'est-à-dire je tombe enceinte et j'aurais dû avoir mon bilan 2 mois après, et ben là, on fait une échographie, comme ça on est à 1 an et on se rassure. Et en général, effectivement, on en propose une à 6 mois. D'accord. Rassuré. Ok. On Et peut, donc, oui. faire des bilans pendant l'allaitement. Ah, d'accord. C'est ce que j'allais te demander, Ouais, justement. parce que c'est toujours un peu compliqué. Aujourd'hui, il y a des patientes qui allaitent très longtemps et c'est toujours compliqué parce que les radiologues, ils aiment pas trop avoir des seins allaitants parce que déjà que en dehors du 14e jour du mois, vous imaginez bien C'est tout le calcul. que pendant l'allaitement, c'est pas très pratique pour le radiologue. Néanmoins, quand les patientes, elles allaitent 18 mois, on peut pas se permettre de pas faire de bilan pendant 18 mois. Donc, il faut jeter le lait en général. Les recommandations, c'est 24 heures, mais 48 heures, on met du lait de côté. Voilà, ça s'organise. Mais on peut faire des bilans pendant l'allaitement et il faut continuer à surveiller. Tout à fait. Et du coup, l'allaitement, c'est vraiment un signe qui permet aussi de prévenir. Enfin, on a beaucoup entendu ça pour les femmes qui ont allaité. C'est quelque chose qui se vérifie parce que pourtant, enfin voilà, moi, maman avait allaité évidemment ses 3 enfants et pourtant, elle a eu son cancer. On entend tellement de choses par rapport à ça. C'est un vrai faux, un peu Bah, délicat. c'est un facteur protecteur, comme de faire ses enfants avant 30 ans, comme de faire plus de 3 enfants. C'est des facteurs protecteurs qui sont très faibles, et des facteurs de risque. Donc, ça ne doit pas être la motivation pour allaiter. Bien sûr. Voilà. Donc après, euh, il ne faut pas culpabiliser un cancer du sein et qu'on n'a pas allaité, c'est pas ça la cause. C'est voilà, quand on est Bien. porteuse de mutation, c'est la mutation la cause et ça suffit largement et on peut tout faire bien, allaiter et faire 15 enfants et faire quand même un cancer. D'accord. Eh ben, j'entends bien. Et on a une petite question. Sans reconstruction, après une mastectomie prophylactique bilatérale, on lui a déconseillé d'avoir une grossesse. Est-ce qu'il y a un temps, je crois que tu l'avais abordé avec Benjamin, cette question-là. C'est peut-être par rapport au fait que comme la chirurgie vient d'être faite là, Laura, je pense que c'est pour ça. Il y a peut-être un temps avant de prévoir finalement un projet de bébé. Moi, je Voilà. Pour déconseille. toi, il y a pas. Mais lui, il avait dit que normalement, enfin, c'était la vie aussi avant tout, et on déconseille pas une grossesse en fait, hein, à partir du moment où on a mis en plus toutes les chances de son côté pour ne pas être menacé. Ouais. Ok, génial. Bon, la question de l'endométriose, je sais que c'était pas forcément simple de l'aborder parce que c'est un vrai sujet à part entière et on en a discuté toutes les deux, mais il y a quand même des questions entre la relation et la corrélation, en tout cas entre l'endométriose et les BRCA, ou en tout cas les gènes de prédisposition. Quelle est la prise en charge et quelles vont être aussi les conséquences éventuellement sur des chirurgies ovariennes dites de réduction de risque. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on se dira, mais je veux bien que tu puisses nous apporter
ton œil sur le sujet? Alors, l'endométriose et BRCA, moi, je connais pas de lien. Et je dis pas qu'il y en a pas et je dis pas que voilà. Moi, j'en connais pas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes BRCA qui ont de l'endométriose. Une femme sur 5 a de l'endométriose, donc il y en a forcément qui cumulent les deux. D'accord. Ensuite, pour les chirurgies ovariennes, comme l'endométriose, elle peut se mettre partout. Ça dépend et c'est du cas par cas. Il y a des femmes qui vont avoir de l'endométriose qui va gêner la réalisation de la mastectomie parce qu'elles ont eu plein de chirurgies et que ça colle et l'endométriose est mise aux endroits où il faut faire l'annexectomie. Et il y a des femmes pour qui ça gêne pas du tout cette chirurgie. Et ça, c'est du cas par cas. L'endométriose, c'est vraiment Un sujet hyper vaste. ouais, et c'est différent d'une femme à l'autre et c'est très difficile de répondre en généralité sur est-ce que ça va gêner la chirurgie pelvienne. D'accord. Ok, c'est assez clair. Et justement, par rapport à tout ça, puisqu'on bifurque un petit peu sur tout ce qui est surveillance ovarienne et surveillance aussi des kystes, comme on a parlé des tumeurs bénignes. Les kystes fonctionnels ne sont pas non plus tous des kystes malins ou en tout cas qui vont se transformer en tumeurs. Tu m'arrêtes si je me trompe. Comment est-ce que on peut les surveiller? Enfin voilà. Est-ce qu'il y a parce que finalement on le sait que les échos c'est difficile. Enfin quand on a connaissance en fait et d'avoir un kyste ou plusieurs, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Alors, le kyste fonctionnel, par définition, il est lié au fonctionnement des ovaires. Donc, c'est des kystes, c'est la définition du kyste bénin. En radiologie, c'est aspect de kyste fonctionnel, c'est un kyste lié au fonctionnement et en général, il disparaît. C'est un fonctionnement cyclique. Donc, l'ovaire ovule, il fait un kyste et puis ça disparaît spontanément. Donc, ça ne doit pas stresser les patientes parce que à partir du moment où on fait des échographies pelviennes chez une femme qui ovule, on va trouver des kystes fonctionnels, c'est normal. C'est normal. Après, normalement, on n'est pas censé faire des échographies pelviennes. C'est ça qui est difficile. Mm. C'est qu'aujourd'hui, les recommandations, c'est en gros, il faut enlever les ovaires et à 40 ans, 1, 42 ans, 5 ans percé à 2 et 5 ans pour pas le B2 et ça peut sortir. Sauf quand vous avez des chamelles comme moi qui essayent de passer au travers et qui, une fois le projet parental assouvi, c'est quand même quelque chose pareil qu'on peut discuter et qu'on accède en On fonction peut aussi. mais rares sont les gens qui sont ravis d'y aller. Hein. On est d'accord. Je me souviens de ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, c'est hard, hein. Bah oui, je confirme, c'est hard. Quand j'aurai digéré tout ça, je viendrai vous en reparler. Et justement, on bifurque sur le sujet de la fertilité. Bonsoir docteur, j'ai 45 ans, j'ai une mastectomie bilatérale et j'ai encore envie d'avoir un enfant. Moi, on m'a beaucoup parlé de grossesse tardive à 37 ans, 38 ans. Je me suis pris un coup sur le beignet. Et du coup, voilà, je sais pas si effectivement, on a plus de risques en faisant des grossesses tardives aussi parmi les femmes mutées. Est-ce qu'il y a une surveillance particulière à adopter? Est-ce qu'on empêche ces femmes d'avoir des enfants? C'est un Alors, peu on les empêche pas d'avoir des enfants naturellement dans un lit. Mais en France, on fait plus d'aide médicale à la procréation à 43 ans. c'est ça. Donc voilà, c'est pas interdit d'avoir un enfant à 45 ans, mais effectivement, on n'aide pas médicalement les femmes, pas à cause des risques de cancer, à cause des risques cardiovasculaires, des risques de rupture utérine, des risques obstétricaux. D'accord. Ok. Et J'entends. c'est une autre histoire entre guillemets, mais voilà, c'est pas interdit de faire des enfants après. Et on a une question sur le TP53. A priori, donc cette jeune femme à qui on a détecté donc une mutation génétique, on ne lui a pas parlé de chirurgie préventive au niveau des ovaires. Est-ce que pour le TP53, c'est aussi des non-recommandations? Alors pour le TP53, il n'y a pas de enfin, c'est une prédisposition qui est tellement différente de BRCA1 et BRCA2 et pas le B2 que on peut même pas les. Enfin, C'est pas comparable. c'est pas comparable. Et effectivement, il n'y a pas de chirurgie préventive des ovaires au niveau gynécologique. Il n'y a pas de chirurgie préventive. On propose une chirurgie préventive mammaire. Et après, la surveillance
c'est totalement différent. C'est des IRM corps entier, c'est des surveillances par IRM cérébral. C'est voilà, c'est un peu différent. Mais du coup, il n'y Est-ce a, que, y a pas de surrisque de cancer de l'ovaire ou de l'utérus classique. Et du coup, on surveille pas, enfin, on n'enlève pas les ovaires. d'accord. C'est ce que j'allais dire, ça n'a pas d'intérêt en fait réel que de les enlever en fait. Non. Ok. Donc justement par rapport à la question de la fertilité, et puis c'est une grande question, quand on a un cancer et qu'on apprend finalement qu'on est muté au cours de son parcours thérapeutique, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour préserver ces ovocytes dans le projet d'un bébé et puis pour ne pas redonner le gène aussi, moi j'ai beaucoup entendu parler et ça a été une vraie question aussi au sein du couple sur le diagnostic préimplantatoire ou le diagnostic prénatal. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il est possible de faire? Qu'est-ce qui est recevable aujourd'hui pour les femmes mutées par rapport à ces parcours qui sont quand même des parcours lourds? Moi, j'ai deux de nos proches, alors qui ne sont pas ambassadrices, mais des femmes très proches qui suivent l'association, qui ont réussi à bénéficier justement de ces techniques-là. D'ailleurs, je pense à elles ce soir parce que voilà, elles étaient vraiment en amont de tout ça et elles avaient vraiment envie de pouvoir concrétiser ce rêve, de ne pas redonner le gène à leurs enfants. C'est quand même des pistes d'espoir. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse, grosse culpabilité pour les parents de redonner ces mauvais gènes. Comment est-ce qu'on peut faire dans les deux cas, en fait, finalement? Parce qu'on a quand même envie de continuer de vivre notre vie encore une fois, avec le plus de sérénité possible. Alors, il y a deux questions différentes. Il y a la fertilité quand on a un cancer, qu'il y ait mutation ou pas mutation. Il y a une obligation légale aujourd'hui en France d'informer les patientes que la chimiothérapie risque d'altérer leur réserve ovarienne. Aujourd'hui, depuis 2011, on est obligé d'informer les patients Et c'est tant mieux. et si possible de leur proposer une technique pour leur préserver leur fertilité. Ce qui n'est pas toujours possible dans certains cas. En général, dans le cancer du sein, c'est possible. Voilà, dans les cancers de l'ovaire, quand ils sont jeunes, par définition, on est obligé d'enlever les ovaires, donc on ne peut pas préserver la fertilité, mais dans le cancer du sein, en général, c'est possible. Et ça peut être fait, ou ça doit être fait en urgence quand on commence les traitements par la chimiothérapie. Et c'est des parcours qui sont lourds, mais qui doivent, en tout cas, discuter avec la patiente. Parfois, pas possible techniquement parce qu'il n'y a pas une bonne réserve, mais au moins ça doit être discuté au prise en charge et ça alourdit la prise en charge, c'est sûr. Et c'est un vrai parcours du combattant, mais c'est important. C'est important, bien sûr. En tout cas, c'est une obligation et c'est important que les patientes s'en saisissent et surtout que les médecins Je pense que maintenant ils le font. Je dis pas il y a 5 ans, mais je pense que maintenant ils le font. Ensuite, si je suis célibataire à plus de 30 ans et porteuse d'une prédisposition héréditaire et que je suis inquiète de ma fertilité, aujourd'hui, on accède à des demandes de préservation de la fertilité qui sont limites sociétales, mais on sait qu'on va faire une annexectomie à 40 ans et que du coup, ce sera plus possible de reporter entre guillemets le projet parental et qu'en plus, il y a des risques d'événements type cancer. Et donc, du coup, moi, j'en ai une là qui va faire une stimulation ovarienne pour mettre de côté ses ovocytes. Mais c'est quand même assez lourd et il faut être assez moteur, marche pour le faire. Il faut que techniquement ce soit possible, mais en tout cas, c'est accepté. Donc ça, c'est la fertilité. Et l'autre question que tu poses, c'est sur la transmission de gènes. Et alors ça, en France, il y a des comités d'éthique. Alors ça, c'est Dominique Topalionnet qui en Bien. parle mieux. Mais en gros, en France, on considère que BRCA, c'est une maladie de l'adulte qu'on peut surveiller, qu'on peut prévenir, qu'on peut dépister, et que aujourd'hui, c'est pas classiquement conseillé, préconisé, recommandé. Après, en Angleterre, moi j'avais des patientes, on leur remet directement au moment où on annonce la mutation qu'elles peuvent faire un diagnostic préimplantatoire. Donc on a une vision très française, éthique, où on réfléchit à ces genres de questions de sélection des embryons quand même.
Voilà, il faut quand Ouais. même on va sélectionner des enfants pour prendre ceux qui n'ont pas la mutation. Tout à l'heure, il y avait la jeune femme qui avait une mutation de TP53. Pour TP53, on le fait. D'accord. Et même, voilà, TP53, c'est toujours accepté parce que TP53, ça donne des tumeurs pédiatriques et qu'on ne veut pas transmettre des maladies où il n'y a pas de dépistage de prévention possible. Pour BRCA, c'est parfois accepté en France. Ça a été accepté quelques fois dans des cas où justement, il y a des cancers du sein très jeunes, dans la vingtaine. Et à ce moment-là, on sait que les histoires de familiales sont assez dramatiques et qu'effectivement, on comprend. Mais c'est au cas par cas. Ok. C'est pas considéré acceptable. D'accord. De toute façon, je pense qu'il y a eu énormément de questions autour de tout ça. Il faudrait vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je vois des questions de mes ambassadrices qui passent sur comment se passe le DPN, à quel stade de la grossesse, les tests, comment est-ce que concrètement tout ça se passe. Bon, il y a Michael Grimberg aussi qui est vraiment top là-dessus. Donc peut-être Elle qu'il faut prendre, c'est lui c'est lui la référence. Et donc, du coup, ce serait génial qu'on ait un live avec lui à venir. Malheureusement, Claire, il est 19h57. Il nous restait en fait deux questions, mais que j'aborderai peut-être avec Nathalie Chabert-Buffet, puisqu'il est question qu'on les traite justement au cours des parcours d'ovarectomie et donc du coup de chirurgie de réduction de risque. Donc, Nathalie Chabert-Buffet, elle est aussi gynécologue et elle serait accompagnée d'un chirurgien. Donc, je pense que voilà, on va lui laisser peut-être du coup le privilège de répondre à ces deux grandes thématiques puisqu'on abordait effectivement la ménopause et aussi l'âge requis pour pouvoir accéder à ces chirurgies dites de réduction de risque. Si tu ne m'en veux pas, on va clôturer ce live pour que je puisse l'enregistrer. Moi, je voulais encore te remercier du fond du cœur, vraiment. Et je voulais simplement, pour que tu puisses participer aussi à ta façon et que tu sois notre main innocente, que tu me donnes un chiffre, parce qu'on a fait un jeu concours pour les 5000 followers sur la page, entre 1 et 39, que tu me donnes un nombre, comme ça, ce sera celle simplement qui se trouvera sur cette... ça, c'est 33. 33. 33, voilà. Dites 33, ça y est, c'est fait, c'est noté. Donc, j'annoncerai juste en dessous du post, en fait, la personne qui a remporté, du coup, ce lot avec la casquette, le tote bag et le livre dédicacé. Voilà, donc tu as fait encore une heureuse. On a gâté encore quelqu'un. Merci du fond du cœur. Je t'envoie plein, plein d'amour. Et je voulais simplement faire un petit clin d'œil à Carole ce soir. On était toutes les deux et je pense qu'elle s'est régalée. Voilà. Je Super. t'embrasse. Salut À Letty. très bientôt. À bientôt. Merci pour Ciao. tout. Merci de votre présence. À très vite. À bientôt. Merci encore.